Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous virtuel de Wati dédié au financement de l'éducation en Afrique de l'Ouest. Avant toute chose, nous vous remercions d'être avec nous en ce début d'après-midi et nous remercions l'ambassade d'Irlande qui nous accompagne sur ce projet dédié à l'éducation. Et cette collaboration nous permet aujourd'hui de nous réunir pour explorer, discuter et partager des idées sur le défi du financement d'une éducation de masse et de qualité en Afrique de l'Ouest. Merci à notre invité du jour qui est avec nous. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole donner la parole à Shenkin, chef de mission adjoint de l'ambassade d'Irlande au Sénégal pour son mot de bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Merci, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, au nom de l'ambassade d'Irlande au Sénégal, je voudrais remercier Dr. Gilles Yabi, Mariam Sis et toute l'équipe de WADI d'avoir organisé ces dialogues virtuels et d'avoir permis cette discussion très importante et pertinente sur le financement d'une éducation de qualité en Afrique de l'Ouest. J'ai également hâte d'entendre la contribution de l'invité spécial, Dr. Salimata Faye Diop de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar sur ce sujet. En Irlande, l'éducation est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. En fait, l'égalité d'accès à une éducation de qualité a été le fondement de la transformation sociale et économique d'Irlande, notre pays. À cause des 60 dernières années, l'investissement dans l'accès à une éducation gratuite et de qualité a permis à l'Irlande de passer d'une nation d'immigration dont les jeunes devaient partir en bateau ou en avion à un pays dont le taux d'éducation de troisième niveau est aujourd'hui l'une des plus élevés au monde. Et donc, notre expérience nationale explique pourquoi l'éducation est une priorité de la politique de développement international de l'Irlande. Au niveau mondial, l'Irlande renforce son soutien à l'éducation en mettant l'accent sur l'éducation des filles. Nous nous sommes engagés à investir au moins de 250 millions d'euros dans l'éducation au cours des 5 prochaines années. Ces financements comprennent le soutien aux partenaires en Afrique de l'Ouest. En tant que l'ambassade la plus récente d'Irlande et la première en Afrique de l'Ouest francophone, l'ambassade d'Irlande au Sénégal a été rêvée cette année d'associer à WADI pour une série d'activités et d'événements autour de l'éducation. En ligne avec l'éducation comme thème clé de l'Union africaine pour l'année 2024. Notre propre expérience nationale nous montre que pour tenir la promesse de l'éducation, il faut investir dans la mise en place de systèmes éducatifs nationaux de qualité. L'augmentation des investissements dans l'éducation exige des gouvernements qu'ils élargissent leur marge de manœuvre fiscale et qu'ils mettent davantage de ressources à la disposition de l'éducation, notamment par des réformes fiscales nationales et mondiales, des financements innovants, d'un allègement de la dette et d'une coopération entre le secteur public et privé. Et voilà, pour conclure, nous sommes très, très heureux de participer à ce dialogue aujourd'hui et nous sommes impatients d'entendre des propositions concrètes sur la manière dont le pays de la région peut relever les défis de financement d'une éducation de qualité en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kinan, pour ce propos, mot d'ouverture qui nous plonge directement dans le cœur de ce projet, de tout ce qu'il y aura à faire relatif à ce projet. Wati renouvelle encore son plaisir de travailler avec l'ambassade d'Irlande au Sénégal sur des thématiques aussi cruciales que celles d'aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour nous de travailler avec vous. Et je vais à présent laisser la parole à Monsieur Gilles Yabi, directeur exécutif de Wati, pour son mot d'ouverture. Merci beaucoup, Adji. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre à nouveau pour un rendez-vous d'échange, de débats constructifs et utiles pour l'Afrique de l'Ouest.
Merci à Shane, Keenan et à l'ambassade d'Irlande pour le partenariat avec Wati, un partenariat marqué par de l'estime et de la confiance et également par l'engagement sur des priorités communes, à commencer par celle de l'éducation. L'Irlande, comme vient de le dire Shane, et comme nous avons pu le voir lors de la première table ronde organisée dans le cadre de ce partenariat, l'Irlande met un accent particulier sur son propre territoire, sur l'éducation, et a énormément investi dans l'éducation et l'accès égal des filles et des garçons au système éducatif, mais également beaucoup investi dans la recherche et dans l'innovation, ce qui souligne évidemment la complémentarité lorsqu'on parle d'éducation, de tous les niveaux d'éducation, du pré-primaire, de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur et la recherche et le lien évident avec la possibilité pour un pays de se développer sur le plan économique. Donc, partout, l'éducation a une priorité. Elle est évidemment en Afrique, mais elle continue de l'être même dans les pays à revenus élevés, puisqu'on le voit aujourd'hui quasiment tous les jours. On n'a pas toujours le sentiment que les savoirs, le savoir-faire et même le savoir-être qui nous renvoie à des valeurs, on n'a pas toujours le sentiment que cela guide l'action des décideurs, parfois même ceux des plus grandes puissances de la planète lorsqu'on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Donc, l'éducation est toujours une partie de la réponse à tous les défis auxquels nous sommes confrontés dans un monde qui est de plus en plus complexe, où ça va de plus en plus vite, où les technologies vont également vite et nécessitent une appréhension par l'ensemble de nos sociétés de ces changements. Aujourd'hui, il sera question de financement de l'éducation en Afrique de l'Ouest, une question absolument cruciale parce que l'accès à l'éducation, tous, et une éducation de qualité, parce qu'au fond, ça ne sert à rien de mettre tous les enfants à l'école si finalement ils n'apprennent pas grand-chose. On voit bien qu'aujourd'hui, dans notre région ouest africaine, on a encore des millions d'enfants qui ne sont tout simplement pas à l'école, mais on en a qui sont à l'école, mais qui sortent très vite à l'école primaire ou au début de l'école secondaire. Et évidemment, on n'est pas vraiment sûr que les apprentissages qui sont attendus soient vraiment présents. Sans ces apprentissages, au fond, on peut avoir des chiffres qui progressent sur le plan du taux de scolarisation, mais en réalité, on n'est pas en train de construire la masse critique d'hommes et de femmes ayant les compétences requises pour être de bons citoyens et pour également s'épanouir individuellement dans la société par leurs activités économiques et sociales. Ces derniers jours, j'aurais écouté la dernière table ronde dans le cadre de ce partenariat sur l'éducation des filles, en particulier l'obstacle à l'éducation des filles en période de menstrues, en période de règles. Je me disais, au fond, c'est vraiment pour ça que Wati a été créé. C'est pour que sur des questions comme celle-là, qui peuvent sembler accessoires, finalement, on puisse obliger tout le monde, un peu les citoyens, mais aussi les gouvernants, à les traiter, à se rendre compte notamment du coût de ces difficultés d'accès, par exemple, simplement à des toilettes propres et séparées entre les filles et les garçons dans les écoles. Et en réécoutant cette discussion, je me suis dit, c'est exactement ce que nous voulions faire en créant Wati, permettre le débat public sur des questions extrêmement variées et toutes très importantes. On peut parler une semaine de l'accès à l'éducation, on peut parler des conditions concrètes de l'éducation dans les écoles et notamment à nouveau de l'hygiène dans les toilettes, du fait de tenir compte de la situation spécifique des filles, mais on peut parler la semaine suivante de géopolitique ou de situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et c'est vraiment tout cela l'ambition de Wati d'être une plateforme de débat public. Donc merci à nouveau à l'ambassade d'Irlande de nous accompagner cette année, tout au long de cette année avec ces rendez-vous spécifiquement dédiés à l'éducation dans ces différentes dimensions. Et je pense que, évidemment, la grande question que Mariem, qui va modérer cette discussion, va poser à notre invité, que je salue et remercie chaleureusement, Madame Dr Salimata Diop Faye, c'est la question de comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à mobiliser des financements pour une éducation à la fois pour tous et tout en ne sacrifiant pas la qualité qui doit être évidemment au cœur des systèmes éducatifs. Et on va poser la question à une personne qui travaille spécifiquement sur ces questions depuis de longues années et qui va pouvoir, je pense aussi, partager avec nous peut-être l'expérience d'autres pays dans le monde qui réussissent à, disons, faire évoluer positivement leur système éducatif malgré une croissance démographique importante, c'est-à-dire beaucoup d'enfants tous les ans qui arrivent un peu sur le marché de l'éducation
l'éducation et en même temps qui réussissent, disons, à mobiliser peut-être des ressources innovantes pour financer l'éducation. Merci à toutes et à tous et je nous souhaite d'excellentes discussions. Merci Gilles pour ce mot d'ouverture substantiel qui me permet aussi de rappeler à tous nos participants ici présents que tous nos événements virtuels en collaboration avec l'ambassade d'Irlande ou sur d'autres sujets peuvent être vus et revus sur notre chaîne YouTube. Donc, un dialogue constructif, calme et modéré, c'est ce que je nous souhaite en cet après-midi. Je suis Congouline, adjointe chargée de communication. Et je vais passer la parole à ma collègue Marianne Cissé, qui sera à la modération de cette discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adi. Bonsoir à tous, chers participants. Bonsoir à Gilles et Chine. Merci pour les mots d'ouverture qui nous ont permis quand même de camper le contexte de cette discussion avec notre invité, Dr Salimata Diop Faye, que je vais vous présenter. Juste avant, rappeler que dans le contexte qui a été déjà présenté par Gilles et Chine, à savoir comment justement continuer à mobiliser des ressources suffisantes pour l'éducation tout en ne sacrifiant pas la qualité. L'objectif de cette discussion cet après-midi est d'abord d'explorer l'état actuel du financement de l'éducation et de voir surtout la façon dont la dynamique démographique de la région affecte ce financement-là et la qualité de l'éducation, et enfin terminer sur des pistes de recommandations et des solutions qui, nous l'espérons, pourront permettre de prendre en charge cette question-là qui est cruciale. Et pour ce faire, nous avons avec nous Dr Salimata Diop Faye, que je vais présenter rapidement. Et donc, Dr Salimata Diop Faye est enseignante-chercheur à la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, FASTEF de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle fait également partie du département d'économie des ressources humaines au Consortium pour la recherche économique et sociale, et elle capitalise une expertise en élaboration, planification et analyse des politiques publiques en éducation, mais également en évaluation d'impact de programmes et projets. En 2014, notre invitée a été la présidente de la commission financement de l'éducation et de la formation au Sénégal lors des Assises nationales de l'éducation et de la formation. Elle fut également membre du comité technique de suivi des appuis budgétaires au secteur de l'éducation, de l'Agence canadienne de développement international, mais aussi de l'Agence française de développement, consultante chargée de l'appui scientifique et de la coordination de la revue des dépenses publiques d'éducation de la République de Guinée-Conakry, consultante chargée de la mise à jour de la revue des dépenses publiques d'éducation au Sénégal pour le compte de la Banque mondiale. Et notre invité est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et de gestion, d'un diplôme d'études approfondies en analyse économique et d'une thèse de doctorat d'État ES sciences économiques et de gestion, soutenue en juillet 2010. Donc, nous vous remercions encore une fois, Dr Salimata, d'avoir accepté cette invitation. Et sans plus tarder, la première question que je vais vous poser, c'est de nous dire un peu ou de nous faire un peu le tableau de l'état actuel du financement de l'éducation dans la région. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'état actuel du financement de l'éducation de la région? Est-ce que ce financement-là se compare aux besoins réels qu'on a aujourd'hui? Est-ce que les ressources qui sont disponibles, elles sont dépensées selon vous de façon équitable, répartie comme il faut en fonction des besoins? Et voilà, je vous donne la parole, docteur, pour ces premiers éléments de question. Merci, Madame Cissé. Permettez-moi d'abord de formuler des salutations à l'endroit de l'équipe de West African Think Tank, à travers le directeur exécutif, M. Yabi, mais aussi à vous, chargé de la recherche, donc de m'avoir associé à cette activité. Vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi pour cette activité. Donc, c'est une passion pour moi, au-delà d'être ma spécialité, les questions de financement de l'éducation, pour y avoir travaillé pendant longtemps quand même. Voilà, mes salutations aussi vont à M. Shane de l'ambassade d'Irlande, mais aussi aux autres participants à cette discussion dont le thème porte sur le défi du financement d'une éducation de masse et de qualité en Afrique de l'Ouest. Et j'aimerais bien peut-être, M. Shane l'a brossé un peu, ainsi que le directeur exécutif de West African Think Tank, concernant le contexte dans lequel on doit mettre en œuvre une politique d'éducation de masse et de qualité. Donc, vous me permettrez de revenir là-dessus, parce que c'est des éléments, ça me permet de donner des éléments de compréhension du contexte dans lequel doit s'inscrire une politique d'éducation de base
de masse et de qualité dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique de l'Ouest. Cela constitue certes un préalable pour évaluer l'ampleur des défis en matière de financement des pays, notamment ceux de l'Afrique. Donc, il faut dire que les premières contraintes auxquelles font face à ces pays, notamment ceux d'Afrique de l'Ouest, c'est la croissance de la population. M. Chien en a parlé, ou le directeur exécutif tout à l'heure. Non seulement il y a la croissance de la population, mais l'Afrique est caractérisée par une jeunesse de sa population qui est en expansion. Donc, elle est la région du monde où les besoins en éducation augmentent le plus, avec une poussée démographique faisant peser une contrainte supplémentaire pour les politiques d'éducation. Et on a eu à... J'ai vu quelque part où on l'a mentionné, je pense que c'est le rapport de l'UNICEF en 2010, les évaluations, les estimations qui ont été effectuées montre une augmentation du nombre d'enfants à scolariser d'ici 2030 de 619 millions, dont les 444 millions, plus de 50%, sont dans la seule région d'Afrique, donc notamment subsaharienne. Donc, depuis plus de 2 décennies, vous avez vu qu'il y a eu des progrès substantiels qui ont été réalisés quand même dans le domaine de l'éducation grâce aux efforts importants consentis par les pays pour atteindre les objectifs relatifs à l'éducation à travers l'EPT et les EMD. Mais la succession de ces programmes-là, certes, a permis au pays d'atteindre des résultats impressionnants quand même en matière d'accès de scolarisation, mais pas suffisamment inclusif puisque presque 262 millions d'enfants et d'adolescents et de jeunes sont encore non scolarisés, selon un rapport de 2017. Donc, ce chiffre-là comprend 63 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire, dont plus de la moitié, 34 millions, vivent en Afrique subsaharienne. Donc, cette même situation s'observe pour ceux ayant l'âge de fréquenter le premier cycle du secondaire, qui sont au nombre de 61 millions d'adolescents. Et 138 millions de jeunes susceptibles de fréquenter le lycée ne le sont pas encore. Donc, au-delà de ce poids démographique, cette situation s'explique par d'autres facteurs tels que la pauvreté, les conflits, ainsi que la marginalisation d'une certaine catégorie socio-économique de la population. Et il est à noter également que le manque d'engagement suffisant de la part d'un bon nombre de pays à forte population non scolarisée. En ce qui concerne la pauvreté, elle continue toujours d'être un facteur de non-scolarisation. Les résultats d'enquête ont montré que encore des pays en développement, dans les pays en développement, les enfants des ménages les plus pauvres étaient 4 fois plus susceptibles de ne pas être scolarisés que les enfants issus des ménages riches. Concernant le handicap, il est toujours l'une des principales causes d'exclusion du système. Le rapport mondial de suivi de l'EPT estime à entre 93 et 150 millions le nombre d'enfants vivant avec un handicap. Et dans les pays à revenus faibles et de la tranche inférieure des pays à revenus intermédiaires, environ 40% des enfants handicapés ne sont pas encore scolarisés dans le primaire et 55% dans le premier cycle du secondaire. Donc, ils sont estimés à 65 millions. Si 20%, par exemple, des enfants en âge de fréquenter le primaire résident dans les pays touchés par les conflits, donc les conflits également continuent d'être un facteur de non-scolarisation des enfants, ces derniers comptent 50% des enfants non scolarisés dans le monde. Et selon le rapport des Nations Unies de 2015, ce nombre ne cesse de croître, passant de 30% en 1992 à 36% en 2012. Et le rapport mondial de suivi de l'éducation plus récent de l'UNESCO indique que plus de la moitié des réfugiés ont moins de 18 ans. Donc, au moins 4 millions d'enfants et de jeunes de 5 à 17 ans qui n'étaient pas encore scolarisés jusqu'en 2017. Et à ces défis s'ajoutent ceux liés aux résultats encore mitigés pour nombre de pays africains en termes de scolarisation. Les pays en développement, notamment ceux d'Afrique de l'Ouest, enregistrent encore des écarts par rapport à l'agenda international en matière d'éducation. Ils affichent un taux moyen, généralement, qui tourne autour de 80%, légèrement en dessus de celui de l'ensemble des pays en développement.
un écart plus élevé est noté en ce qui concerne l'achèvement, qui tourne autour du primaire, qui tourne autour de 50%, alors que celui-ci est à 73% en moyenne dans les pays en développement, en moyenne. La transition est également continue d'être un problème. Au-delà de ces écarts en matière d'accès, la qualité aussi des apprentissages reste un problème. Donc, quand vous regardez le rapport du PASEC de 2019, les évaluations ont montré qu'avec un échantillon d'élèves dans 14 pays, dont les 7 sont en Afrique de l'Ouest, dans ce rapport, les résultats montrent que montrent que la majorité des élèves ne disposent pas encore de compétences attendues dans le cycle primaire. Donc, autant de défis qui montrent que, autant de problèmes qui montrent que les défis en matière de financement pour résorber déjà ces déficits-là, ces problèmes-là, montrent qu'il y a un grand défi en matière de financement dans les pays en développement, notamment en Afrique de l'Ouest. Et si nous analysons les efforts de financement en matière d'éducation à partir des données disponibles, nous constatons que le sous-investissement en matière d'éducation demeure un problème, malgré l'engagement pris dans la déclaration d'échéance, qui consiste à consacrer au moins 15 à 20% des dépenses publiques à l'éducation ou 5 à 6% du PIB. Sauf pour le Nigeria, dont les données ne sont pas disponibles, la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest consacrent moins de 20% de leur budget national à l'éducation. Seuls 4 pays, à travers comme le Togo, le Burkina, le Sénégal, la Sierra Leone, mettent plus de 20%. Mais si vous prenez la Guinée, la Gambie, le Libéria, ils mettent moins de 15%. Quant au pays de le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Ghana, le Mali, le Nigeria et le Cap-Vert, ils mettent entre 15 et 20%. Mais il faut noter que ces pays-là sont dans la catégorie, dans le classement de la Banque mondiale selon le niveau de revenu. Ils se situent entre les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Tous les pays en Afrique de l'Ouest sont déjà dans cette tranche dans cette classification selon le niveau de revenu. Donc, ils sont à des niveaux de revenus faibles ou à niveau de revenus intermédiaire de la tranche inférieure. Et cette situation-là est exacerbée avec l'arrivée de la pandémie en 2020, qui a exacerbé les problèmes de sous-financement et mis en lumière les écarts de financement importants entre les pays. Plus de la moitié des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, dans lesquels se situent ces pays de l'Afrique de l'Ouest là, ils ont indiqué qu'il y a une stagnation et une baisse de leur budget alloué à l'éducation pendant les années post-Covid, par rapport à la tendance observée à la période parce que quand vous regardez les 2 dernières décennies, on note une nette amélioration du financement de l'éducation par ces pays. Mais avec l'arrivée de la pandémie, il y a eu une insuffisance des fonds publics dédiés à l'éducation dans ces pays-là. Et cela est d'autant plus inquiétant que dans la quasi-totalité ou dans tous les pays tous ces pays-là, les mesures d'endiguement de la pandémie ont entraîné la fermeture des écoles. Et comme conséquence, celle-ci non seulement a duré, mais ça a entraîné un recul de la scolarisation et des pertes d'apprentissage. Et une augmentation également des disparités qui ont été vraiment, il y avait eu des améliorations avec les différents programmes qui se sont succédés. Il y avait une amélioration de la scolarisation, des apprentissages, même si ce n'est pas toujours fameux, les résultats sont mitigés. Il y avait aussi des politiques qui ont été mises en œuvre pour pouvoir réduire les disparités en matière d'accès, de scolarisation et d'apprentissage. Mais l'arrivée de la pandémie a réduit en ayant vraiment beaucoup d'efforts qui ont été effectués dans ce sens. Et ces effets-là n'ont pas affecté les élèves de la même intensité, puisque ce sont généralement les plus vulnérables et ceux issus des ménages défavorisés qui sont plus touchés de manière dispersée. Selon la Banque mondiale, on voit nettement que les reculs n'ont pas touché les enfants de la même manière.
les enfants issus des ménages les plus vulnérables sont les plus touchés par les effets négatifs de la pandémie. Voilà en gros ce que je voulais dire à ce propos. Donc, en passant en revue quelques défis encore, qu'il nous reste beaucoup de défis quand même importants, et que par rapport aux engagements internationaux en matière de financement, les pays, notamment ceux d'Afrique de l'Ouest, prennent toujours le pied et ça s'avère vraiment urgent de s'y atteler et de mettre à la disposition des systèmes éducatifs des ressources adéquates. Merci beaucoup, professeur, pour ces éléments assez substantiels. Vous avez introduit en faisant un peu le tableau de l'état de l'éducation même dans la région, avec les différents défis qui sont liés pas seulement au financement, mais au contexte sécuritaire, à la démographie et à d'autres facteurs d'inclusivité qui malheureusement ont un impact sur la qualité, mais aussi sur l'accès à tous les enfants en âge d'être scolarisés dans la région. Vous avez aussi rappelé que la plupart des pays de la région sont encore loin de la norme internationale, qui est de consacrer 6% de leur PIB au financement d'éducation. La plupart des pays de la région sont à environ 4%, avec des disparités observées en fonction des pays. Dans ce contexte-là, on a des financements qui ne sont pas suffisants, des financements qui rencontrent aujourd'hui d'autres défis et qui rendent un peu, on va dire, la tâche un peu plus compliquée. Selon vous, dans ce contexte-là, est-ce que les ressources qui sont disponibles, même si elles ne sont pas suffisantes, est-ce qu'elles sont utilisées de façon efficace? Les ressources qui sont aujourd'hui disponibles, allô? Oui, c'est bon. Je vous entends. Oui, donc je disais, est-ce que dans ce contexte-là, même si les ressources, elles ne sont pas encore suffisantes, est-ce que celles qui sont disponibles sont utilisées de façon efficace pour améliorer la qualité de l'éducation selon vous? Une très bonne question, Madame Cissé. Déjà, on voit que les ressources, d'après la première question, les éléments de réponse de la première question, les ressources qui sont mises à la disposition du secteur sont encore insuffisantes. Donc, mais au-delà de cette insuffisance-là, il y a le problème de l'efficacité dans l'utilisation de ces ressources-là. Vous n'êtes pas sans savoir que l'efficacité des ressources consacrées à l'éducation consiste à ce qu'ils puissent permettre à atteindre autant que possible les objectifs en matière d'éducation. Et ces dernières peuvent être différentes d'un pays à un autre. En matière d'efficacité, je pense qu'il y aura à voir en matière d'efficacité interne et externe. Donc, en matière d'efficacité interne, vous n'êtes pas savoir que dans nos pays-là, presque on partage les mêmes contextes. Beaucoup de ressources sont injectées, mais une faible partie est utilisée de façon efficace du fait des redoublements et des abandons. Et il faut voir que, par exemple, dans un pays où les enfants abandonnent avant d'atteindre au moins les 4 ou 5 premières années du primaire, ils retournent à l'état d'analphabète. Donc, toutes les ressources qui sont investies par l'État ne seront pas efficaces. Donc, ce sera investi à perte. Les redoublements aussi, ça permet, par exemple, un élève qui redouble une année, ça fait payer à l'État au moins 2 années pour valider une année. Donc, vous voyez comment ce que ça représente en termes de gaspillage de ressources. Et dans nos pays-là, les systèmes éducatifs sont caractérisés par des taux de redoublement très élevés et des abandons presque de ces élèves-là. Et ça ne permet pas d'avoir une utilisation efficace et efficiente des ressources injectées dans le système. Un autre aspect de l'efficacité, c'est la qualité du système, c'est l'efficacité externe, parce que l'évaluation de la qualité du système éducatif doit s'intéresser également aux effets de l'éducation reçue par les individus après leur sortie des écoles et des établissements de formation pour s'engager dans la vie active et sociale. Et ces effets d'ordre économique dans un sens étroit et associé, dans une conception plus large, quand on parle des aspects sociaux. Quand vous regardez, par exemple, l'insertion, on a des problèmes d'insertion. Non seulement il y a la qualité de l'emploi, mais les problèmes d'insertion. Détenir un diplôme ne signifie pas toujours acquérir automatiquement un emploi, mais aussi on peut avoir un emploi qui est en deçà
qui est en deçà du niveau requis pour qui a un niveau nécessaire de formation inférieur au niveau que vous avez que vous détenez. Donc, et ça peut créer de la précarité dans l'emploi et généralement on les qualifie de déclassement, que ce soit professionnel, salarial. Il y a plusieurs catégories, types de déclassement. Donc, ça montre généralement, le diplôme n'est pas toujours synonyme d'un emploi et d'un emploi de qualité. Et ça, il y a des répercussions en termes de revenus au niveau individuel, mais aussi d'autres éléments, je ne sais pas comment je peux l'exprimer, des conséquences au niveau social aussi. Il y aura des effets. Je pense que, à part ça, oui. Donc, je pense que j'ai fait le tour, l'efficacité par rapport au niveau interne, le fonctionnement du système éducatif à l'interne, mais aussi à la sortie du système éducatif. Est-ce que la formation permet toujours aux individus d'être insérés sur le système éducatif et de donner des rendements aussi bien individuels que collectifs, donc un rendement pour la société. Merci beaucoup, professeur. Et peut-être que c'est la question que je devais vous poser avant celle-ci, c'est comment justement ces financements, lorsqu'elles sont mobilisées, comment elles sont réparties au sein des systèmes éducatifs pour assurer cette efficacité interne et cette efficacité externe dont vous parlez. Allô? Allô? Oui, c'est bon. Oui, on nous avait perdu un moment. Donc, la question que je posais, c'est une fois qu'on a les ressources, le financement mobilisé, quelle répartition doit-on faire pour assurer cette efficacité interne et cette efficacité externe en termes de dépenses pour le système éducatif? La répartition aussi, ça dépend des besoins, mais aussi des objectifs de chaque pays. Donc là, on ne peut pas procéder à des comparaisons, mais chaque pays se voit fixer des objectifs. Et la répartition de ces ressources-là par rapport se fait par rapport aux objectifs que s'est fixé les pays. Donc, cette répartition-là doit être en fonction des objectifs. Par exemple, si le problème d'un pays, c'est des manquements au niveau du primaire, il va impérativement mettre beaucoup de ressources. S'il a des problèmes d'accès, en matière d'accès, il y a des éléments, des intérêts nécessaires pour améliorer l'accès. C'est les infrastructures, c'est le recrutement d'enseignants, la formation des enseignants, etc. Donc, la répartition du budget selon les différents intrants scolaires, ça dépend des objectifs de chaque pays. Donc, en matière de comparaison, ce sera un peu difficile de procéder à ces comparaisons-là par rapport à la répartition des ressources en intrants. Si on prend l'exemple du Sénégal, par exemple, que j'imagine que vous connaissez le plus, quelles sont les priorités qui sont définies et au niveau national, comment est-ce que cette répartition se fait pour assurer l'efficacité? Oui, quand vous regardez, par exemple, la succession des programmes au niveau du Sénégal, d'abord le PDF, par la suite le paquet, on voit que dans la première phase, par exemple, du PDF, l'objectif, c'était vraiment d'accélérer l'accès, notamment aux primaires. Et au fil des années, on se rend compte que, et puis en regardant la répartition intrasectorielle des ressources, on voyait que le primaire on avait alloué aux primaires la plus grande partie des ressources, notamment des dépenses de fonctionnement qui tournaient autour de 40% pour le primaire. Parce que là-bas, il y avait une politique d'amélioration de l'accès dans la première phase. Mais dans la deuxième phase, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes par rapport, notamment dans les résultats qu'on a obtenus en matière de qualité. La qualité, donc il y avait un déplacement des priorités et c'est la qualité qui devenait beaucoup plus la priorité suivie des autres aspects. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans le programme, on se rend compte, par exemple, en menant une politique
d'accélération de l'accès au primaire, on se rend compte que le flux d'élèves qui vient du primaire, au fur et à mesure des années passent, ce flux-là va se retrouver au moyen secondaire. Et ça va impacter sur la répartition entre les différents sous-secteurs des ressources, notamment fonctionnement, investissement, la répartition intrasectorielle, donc entre les sous-secteurs. Ça va bouger au niveau du secondaire. Donc, on avait focalisé au niveau du primaire dans la première phase jusqu'à la deuxième phase. Mais à la troisième phase, on se rend compte qu'il y a les flux d'élèves qui viennent du primaire. Donc, à un moment donné, on se rend compte qu'il y avait un besoin de financement beaucoup plus élevé, nécessaire, beaucoup plus élevé au niveau du moyen secondaire. Et là, on était obligé d'ajuster la répartition intrasectorielle des ressources vers le moyen secondaire. Donc, c'est toujours la même chose. À chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a des priorités d'un secteur à un autre, que ce soit dans le fonctionnement, en termes de recrutement d'enseignants, en termes d'infrastructure, il y a une variation dans la répartition des ressources, aussi bien entre les secteurs, mais intrasectoriels entre les différents intrants scolaires, que ce soit le recrutement d'enseignants, d'infrastructures, l'achat de biens et services, etc. Parlons justement de cet aspect qui concerne les enseignants. Sinon, souvent, on a tendance à dire que il y a beaucoup de ressources qui sont allouées au salaire des enseignants, moins aux ressources pédagogiques, le matériel pédagogique en salle de classe, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet équilibre-là, justement, qu'il faut avoir pour la qualité de l'enseignement? Bon, en fait, je n'en ai pas travaillé, je n'ai pas eu à le regarder, mais par rapport aux autres travaux que j'ai eu à mener, on se rend compte que quand même le salaire des enseignants a été vraiment la part la plus importante des dépenses de fonctionnement dans le système éducatif. Ça a tourné autour de 80-85% jusqu'à 80%. Donc, ce qui restait pour aller à la qualité, c'était peu de ressources. Donc, le recrutement des enseignants, et là-bas, il y a aussi le problème dans l'allocation des ressources humaines. Parce qu'on note une incohérence dans l'allocation des ressources humaines. On peut, en comparant par exemple plusieurs IF, on se rend compte que les deux IF qui sont caractérisés par le même contexte, qui polarisent le même nombre d'élèves, avaient des nombres d'enseignants différents. Et ça, ce n'est pas normal. Et cette incohérence-là constitue un facteur d'inefficience dans l'utilisation des ressources. Parce que quand, par exemple, un IA dispose de ressources humaines ou de ressources matérielles ou financières beaucoup plus importantes qu'un autre IF qui a une autre inspection ou IA qui polarise le même nombre d'élèves, le même nombre d'écoles et qui dispose de nombre d'enseignants et des ressources matérielles et financières beaucoup plus faibles, ça montre qu'il y a une incohérence dans l'allocation des ressources. Et ça, c'est une source vraiment d'inefficience dans l'utilisation des ressources. Et ça, cette analyse-là, on peut le faire aussi bien dans les ressources humaines, le nombre d'enseignants, que dans les ressources matérielles et dans les ressources financières. Merci beaucoup, professeur. Et souvent, on a tendance à entendre que nos systèmes éducatifs de la région, en tout cas, sont au niveau du financement un peu dépendants de l'aide extérieure. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? On a parlé tout à l'heure de la principale source qui constitue 4% du PIB, mais en plus de celle-ci, quelles sont les autres sources là où les États, on va dire, tirent un peu les ressources pour financer leur système éducatif? En fait, certes, l'aide publique au développement, notamment destinée à l'éducation, quand on regarde la dernière décennie avant la pandémie de la COVID, on se rend compte que c'est une aide qui est en constante décroissance. Donc, on note une baisse réelle de l'aide publique au développement, notamment celle destinée à l'éducation. Mais à cela s'ajoute le fait que
cette aide-là semble être vraiment inéquitable dans la mesure où elle est tributaire des incohérences dans son ciblage géographique et sectoriel. Il se pose vraiment également de réels problèmes de prévisibilité parce que les décaissements sont généralement soumis à une certaine volatilité et à des délais quand même relativement longs, ce qui rend particulièrement hasardeuses les prévisions de ressources venant de l'extérieur. Mais aussi, il y a un autre aspect, et je pense qu'on a un partenaire dans les participants. Il y a un manque de coordination, même s'il y a l'existence généralement d'un cadre d'harmonisation et de suivi des plans d'action, il y a un manque de coordination de l'aide. Et au-delà de ça, il y a d'après l'expérience que j'ai eue avec le ministère de l'Éducation, il y a des problèmes de visibilité des ressources extérieures, notamment le budget d'investissement pour les projets. Ces ressources-là étant généralement fongibles dans le budget de l'État. Donc, on ne peut pas savoir quel est l'apport de cette aide-là au système éducatif, d'autant plus que cet apport-là est fongible dans le budget de l'État. Je me rappelle quand on élaborait du temps vers les années 2012, etc. Pour élaborer le plan d'opération budgétaire, le plan opérationnel budget annuel, on demandait aux partenaires extérieurs d'envoyer leurs intentions de financement. Mais généralement, on n'avait pas la possibilité de pouvoir canaliser tous les pour pouvoir savoir exactement, en élaborant la planification, quel sera l'apport des partenaires extérieurs dans le plan de développement de l'éducation. Donc, ce qui pose vraiment ce qui pose un problème vraiment de visibilité de ces ressources extérieures, notamment dans le cadre de l'investissement. Merci beaucoup, professeur. Alors, même s'il y a ce problème de visibilité-là, il faut, je pense, c'est quand même une aide qui a aujourd'hui une part importante dans le financement de l'éducation. Et souvent, c'est au détriment de certaines conditionnalités qui sont vues comme étant des conditionnalités qui sacrifient un peu la qualité des enseignements. Parce que certainement, c'est des conditionnalités qui vont vers un enseignement qui ne serait pas en adéquation avec ce que la société en général voudrait voir en termes de formation pour ses enfants. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette question-là? L'aide généralement est tributaire généralement de ces conditionnalités-là, et généralement ces conditionnalités-là peuvent être des facteurs bloquants pour le système éducatif parce que non seulement cette aide-là est faible, mais si les conditionnalités sont contraignantes, ça peut poser problème. Donc, l'efficacité sera vraiment problématique. Ça c'est sûr. Alors, je vois qu'on a beaucoup de discussions et des mains qui sont levées. On va juste finir cette partie avec docteur et vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez tout à l'heure, de poser des questions ou de prendre directement la parole pour ajouter vos contributions. Alors, professeur, la prochaine question que je vais vous poser, c'est aujourd'hui, quel est le rôle du secteur privé dans le financement de l'éducation au Sénégal, que vous connaissez certainement plus, mais aussi au niveau régional? Ouais. Bon, le secteur privé, il faut commencer par... quand on parle de secteur privé, on pense immédiatement aux ménages, la contribution des ménages. Donc, les ménages, généralement, je pense que j'avais une estimation du montant de l'apport des ménages dans les pays en voie de développement. Je pense que j'avais noté quelque part ici l'apport des secteurs privés dans le financement. Mais c'est pour dire que, par exemple, on ne dispose pas généralement de données parce que les enquêtes ménages ne nous permettent pas, du fait du coût de ces enquêtes ménages-là, qui nous permet de capter le financement des ménages, dans le financement des ménages pour le secteur de l'éducation, parce que étant coûteux et ça demande beaucoup de temps. Parce que je me rappelle, je ne sais pas à ma connaissance au Sénégal, depuis 2009, on n'a pas fait d'enquête ménage. Si ce n'est les enquêtes ménages globales, mais les enquêtes spécifiques sur les dépenses d'éducation des ménages, on l'avait effectué en 2009, je pense. En 2009, mais ça n'a pas donné
les résultats escomptés, d'autant plus que ces enquêtes-là sont un peu délicates dans la mesure où les informations qui seront recueillies, la fiabilité de ces données-là dépend du moment où on a collecté les informations sur ces dépenses-là. Et si on collecte des informations à un moment donné de l'année scolaire, les ménages risquent d'oublier ou ne pas avoir en tête toutes les dépenses qu'ils ont eu à fournir au niveau pour la scolarisation de leurs enfants. Mais au-delà de ça, il y a le financement aussi des communautés. Je prends l'exemple, par exemple, des associations de ressources qui fournissent beaucoup de financement dans le terroir. C'est des associations qui construisent des écoles, qui fournissent, qui donnent des matériels éducatifs dans l'équipe, sans pour autant que ces informations-là soient remontées au niveau central. Et ça pose le problème d'évaluation de ces contributions-là. Il y a aussi, on met aussi dans le financement privé la contribution des entreprises à travers la responsabilité sociétale des entreprises. Mais je ne mettrai pas les établissements d'enseignement privé, d'autant plus que c'est des sociétés, si je peux les appeler ainsi, qui cherchent profit et généralement qui bénéficient aussi des subventions de l'État. Donc, ces établissements d'enseignement privé-là ne sont pas considérés comme des bailleurs dans le secteur privé, mais plutôt, c'est les ménages qui contribuent dans la scolarisation de leurs enfants, la communauté à travers à travers les associations, par exemple, de ressortissants, mais aussi les entreprises, généralement, qui, s'ils s'installent dans un certain contexte, peuvent construire des écoles, donner des fournitures scolaires à certaines, aux établissements scolaires qui sont dans leur zone. Merci beaucoup, professeur. Alors, on a commencé à faire un peu le tour par rapport aux différents défis qui sont spécifiques au financement de l'éducation, en état des lieux de ce qui se fait actuellement. Et peut-être on va, avec vous, essayer de voir les implications sur le long terme de ce sous-financement-là, persistant de l'éducation, sur le plan économique et sur le plan social. Vous avez commencé tout à l'heure, dans votre introduction, à en parler. Le manque de financement de l'éducation qui entraîne la marginalisation de certains groupes sociaux, qui fait qu'on a un taux d'abandon scolaire qui est assez élevé. Mais en termes d'implication, de conséquences sur le long terme, qu'est-ce que ça peut donner sur le plan économique, mais aussi sur le plan social? Ça coupe, hein? Oui, désolée. Donc, la question, c'était quelles sont les implications à long terme de ce sous-financement persistant de l'éducation? Ouais. C'est tout simplement exacerber les problèmes, les défis qui sont déjà là. Le fait de ne pas pouvoir relever ces défis-là, le manque de sous-financement peut exacerber ces défis-là. Mais aussi, il faut à long terme penser, par exemple, quand on voit que l'éducation, le lien entre l'éducation et les autres sphères économiques en termes de croissance, l'impact de l'éducation sur la croissance, l'impact de l'éducation sur la réduction de la pauvreté, l'impact de l'éducation sur la criminalité, et j'en passe. L'éducation, en fait, a un lien avec tous les éléments des sphères économiques et sociales. Donc, un sous-financement peut avoir des répercussions sur ces sphères aussi bien économiques que sociales. Merci beaucoup, professeur. Et dans ce contexte-là, où on a des défis et des défis qui sont exacerbés par le sous-financement, on a aussi le défi de la croissance démographique qui vient s'y ajouter. Vous avez rappelé tout à l'heure les chiffres avec une population qui ne cesse de croître et donc une demande d'éducation qui croît avec elle également. Et qu'est-ce que cela peut amener sur le système éducatif? Bien sûr, on voit sur le moyen terme peut-être une augmentation des coûts, mais sur le long terme, qu'est-ce que cette croissance démographique-là va apporter sur les systèmes éducatifs si les financements ne suivent pas? Tout simplement, je pense que je l'avais souligné tout à l'heure, je l'avais mentionné tout à l'heure, c'est
une croissance démographique beaucoup plus élevée entraîne toujours une augmentation de la population à scolariser. Et puisqu'on n'arrive pas à absorber encore un stock très important d'enfants et de jeunes, donc le sous-financement va creuser encore cet écart-là. Donc le sous-financement, non seulement il y a l'impact à long terme, mais il y a cet impact-là à court terme, d'autant plus que ça augmente les effectifs à scolariser, les effectifs d'enfants et de jeunes à scolariser dans le primaire et le second cycle. Et dans ce contexte-là, quelles sont, vous, en tant qu'experte, vos recommandations, vos propositions qui vont permettre quand même de garantir une éducation de qualité et qui soit inclusive donc pour tous? L'augmentation des ressources. Donc, aussi bien l'augmentation des ressources internes, mais aussi l'augmentation de l'aide extérieure. Mais aussi, au-delà de l'augmentation des ressources, vous n'êtes pas sans savoir que les ressources qui sont injectées, les ressources publiques qui sont injectées dans le système éducatif quand même, sont tributaires des chocs, les chocs qui affectent l'économie nationale. Donc, tant qu'on n'a pas un système de financement résilient qui arrive à une planification qui est sensible à ces chocs-là, on ne va pas pouvoir détenir un système de financement adéquat et durable. Concernant et puis, il faut que les pays aussi arrivent à respecter les engagements internationaux. Parce que, comme je l'ai montré tout à l'heure, la plupart des pays n'arrivent pas à mettre même pas 20% de leurs dépenses publiques d'éducation. Mais c'est idem pour l'aide publique au développement, d'autant plus que les partenaires extérieurs n'ont pas également respecté le taux de 0,7% de leur PIB à l'aide publique. À l'aide au développement public, donc à l'aide publique au développement. Donc, vous voyez que, mais au-delà de ces financements que je considère comme traditionnels, parce qu'on a toujours, quand on parle de financement de l'éducation, on parle du financement public, le financement de l'État, mais aussi de l'aide publique au développement. Mais il va falloir que les pays commencent à penser aussi aux mécanismes de financement innovants qui permettent quand même de drainer pas mal de ressources. Je ne sais pas si on peut revenir là-dessus. Oui, mais bien sûr. Je pense qu'il va falloir que les pays essayent de voir d'autres mécanismes qui permettent de drainer des ressources supplémentaires pour accompagner le financement public, le financement de l'éducation, ainsi que l'aide publique au développement qui est en chute vraiment, qui est réduit depuis une dizaine d'années. Donc, il va falloir que les pays commencent à réfléchir quand même sur, d'autant plus que c'est des mécanismes qui sont déjà expérimentés sur d'autres secteurs. Je pense qu'il est temps que les pays commencent à réfléchir sur ces mécanismes de financement innovants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ces mécanismes de financement innovants? En quoi ça consiste? Oui, en fait, il faut retenir que de ce qui peut être comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'essoufflement de ces sources de financement-là traditionnelles. Maintenant, les pays commencent à penser à accorder beaucoup plus d'attention à ces financements innovants-là, mais pas dans le secteur de l'éducation. À ma connaissance, je n'ai pas encore vu de pays qui ont expérimenté. Mais ces mécanismes de financement innovants, certes, on n'a pas pu quand même avoir une définition communément admise. Mais on peut retenir que c'est un ensemble diversifié de pratiques et de mécanismes financiers qui visent à mobiliser des ressources additionnelles en faveur du développement. Et là, compte tenu de des énormes défis à relever par les États, notamment dans le domaine de l'éducation, il y a les gouvernements ont des difficultés à mobiliser davantage de ressources. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi il y a la baisse tendancielle de l'aide. Il est nécessaire de recourir à ces méthodes novatrices et durables de mobilisation de ressources. Quelles sont les caractéristiques de ces mécanismes-là? D'abord, on les considère comme des ressources qui peuvent être stables et prévisibles quand même. Et ce qui est intéressant dans ces modes de financement, c'est qu'ils ont un mode de gouvernance quand même qui implique une multitude d'acteurs publics et privés.
comme les fondations, les organisations non gouvernementales, entreprises multinationales, etc. Et ça peut un peu aider à la transparence dans l'utilisation des ressources. Mais aussi, on a une large, je ne sais pas si je peux le considérer comme plage, mais aussi dans la mesure où ces ressources-là peuvent être de nature publique ou privée et peuvent porter aussi bien sur les ressources aussi bien internes qu'externes. Donc, ça montre qu'il y a une plage qui est ouverte et qui permet de drainer pas mal de ressources. Je peux dire qu'il y a une multitude de solutions innovantes quand vous regardez la littérature. Donc, on sent nettement qu'il existe un potentiel énorme de mobilisation de ressources pour venir en appui au financement traditionnel quand même. Mais il est nécessaire pour les mettre en œuvre quand même d'analyser leur pertinence, mais aussi d'essayer de voir quelles sont les leçons des expériences existantes pour éclairer les choix quand même en termes de mécanismes. Parce que ces mécanismes-là tiennent compte, parce que selon les contextes, la spécificité des contextes, un mécanisme de financement innovant peut être valable dans un pays et ne pas l'être dans un autre. Donc, il faut tenir compte de ces contextes spécifiquement, mais aussi des potentialités réelles dans chaque pays. Il y a une multitude de mécanismes. On peut en citer, par exemple, vous connaissez la taxe sur les billets d'avion. Oui. Il y a les taxes sur les transferts de fonds, les taxes sur la téléphonie mobile, le financement sur ressources naturelles, etc. Donc, il y a une multitude d'initiatives, notamment dans le secteur de la santé, qui ont été expérimentées quand même dans le secteur de la santé, de la nutrition et de l'environnement. Mais à ma connaissance, ces mécanismes-là ne sont pas suffisamment évalués d'un point de vue qualitatif que quantitatif quand même. La possibilité de transférabilité aussi dans le secteur de l'éducation n'est pas encore éclairée. Donc, je pense que les pays africains, pour pouvoir bénéficier de ces mécanismes-là, il va falloir qu'ils procèdent à ces examens-là pour voir est-ce qu'il y a une possibilité pour certains pays qui ont eu à l'expérimenter dans d'autres secteurs, de voir est-ce qu'il y a une possibilité de transférabilité quand même dans le secteur de l'éducation. Merci beaucoup, professeur. Peut-être juste, on a établi tout à l'heure qu'il y a un manque d'argent, certes, mais ce n'est pas le manque d'argent qui est souvent à l'origine de tous les problèmes que nous connaissons dans la qualité de l'éducation. On a un budget limité, mais un budget qui souvent il est dépensé de manière inefficace. Donc, si vous aviez des recommandations justement pour des bonnes pratiques à mettre en œuvre, à mettre en place pour avoir cette transparence dans la gestion des ressources limitées qui existent pour avoir une efficacité, quelles seraient ces recommandations-là? Bon, en fait, concernant les ressources qui sont déjà, je pense que les ressources, certes, sont insuffisantes, mais quand même sont utilisées de façon inefficace. Et si j'ai une recommandation majeure à faire, c'est de dire dire au pays d'essayer d'optimiser déjà les résultats scolaires qui sont tirés des ressources existantes par une utilisation plus efficiente. J'en ai discuté tout à l'heure. Déjà sur les ressources investies dans le secteur. Parce que là, il y a un réel problème d'utilisation, mais aussi de maîtrise des coûts. Tout à l'heure, on a parlé des questions des salaires. Ça pose énormément de problèmes. Un autre aspect aussi à pouvoir à retenir en termes de recommandations, c'est surtout de sécuriser le financement public de l'éducation. Et cela, ça doit se faire à partir d'une meilleure planification qui doit être sensible au choc. Je vous ai dit tout à l'heure que malgré les ressources publiques sont insuffisants, mais ils sont tributaires quand même des chocs extérieurs, mais aussi des politiques, des choix de politique des pays. Quand vous prenez par exemple le cas de la COVID, vous avez vu comment ça a impacté les budgets de façon globale des États, mais aussi ça a complètement réduit les ressources qui sont allouées, qui devaient être allouées à l'éducation. Donc, déjà, sécuriser le financement de l'éducation
le financement public de l'éducation par une meilleure planification sensible au choc serait déjà un atout. Et pour cela, il va falloir qu'on comprenne le fonctionnement des systèmes qui sont sensibles au choc et aussi quels sont les mécanismes de transmission de ces chocs-là. Parce que quand vous prenez, par exemple, le cas de la COVID, son impact sur le financement de l'éducation peut se faire à travers d'abord à travers le budget de l'État, mais aussi à travers les financements en provenance de l'extérieur. Déjà, l'aide publique au développement s'est réduite. Peut-être les transferts de fonds, on s'attendait à une réduction, mais on s'est rendu compte que les transferts de fonds quand même ont été un peu résilients par rapport au Covid. Même si on a connu des baisses quand même, dès la deuxième année de post-Covid, on a senti quand même un relèvement de ces transferts de fonds-là. Donc, une meilleure manière de sécuriser ces fonds-là est de comprendre déjà, de faire une planification qui est sensible, mais aussi de comprendre quels sont les canaux à travers lesquels ces chocs-là affectent le budget qui est alloué à l'éducation. Merci beaucoup, professeur. Alors, on vient de faire 45 minutes quand même de discussion. Vous donnez le temps de souffler un peu. Et aux participants qui souhaitent poser des questions ou apporter des contributions, vous pouvez tout juste utiliser la barre, lever la main et votre micro sera activé pour vous permettre d'intervenir. En attendant de voir ça, je vois qu'on a des questions. Dans la box, il y a une personne qui demande aujourd'hui quelle est la place du financement des langues maternelles dans l'éducation au Sénégal et quelles sont les réussites dans ce domaine-là, notamment la langue Wolof ici au Sénégal. Votre micro est désactivé, professeur. Okay. En fait, ce que j'ai remarqué au Sénégal, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe dans les autres pays, mais au Sénégal, quand même, il y a eu beaucoup de projets qui ont eu à être menés sur les langues maternelles, etc., des expériences par-ci, par-là, mais ces expériences-là n'ont jamais été mises à l'échelle. Est-ce qu'ils ont été même évalués? C'est ça le problème. Donc, il y a beaucoup de projets dans ce sens-là, même si ce n'est pas les langues, mais des projets ponctuels, des expérimentations ponctuelles, mais qui n'ont pas fait l'objet d'expérimentation. Je n'ai pas beaucoup creusé, mais c'est ce premier constat-là que je peux donner. Il y a beaucoup d'expérimentation dans ce sens-là, mais il n'y a pas eu d'évaluation, même bon, à ma connaissance, parce qu'à un moment donné, je me suis détachée quand même. Mais d'après mes dernières, quand même, les expérimentations qu'on a eu à avoir n'ont pas fait non seulement l'objet d'évaluation, mais quand même, mais pas aussi de mise à l'échelle. Et ça, je trouve que c'est des ressources qui sont injectées comme ça sans pour autant qu'il y ait des résultats quand même palpables, même si c'est des résultats ponctuels. Mais si on expérimente, je pense, un projet, c'est dans le but quand même de trouver les manquements, de les corriger, de les évaluer, de trouver les manquements et de pouvoir les mettre à l'échelle. Mais si c'est des expérimentations tout court, je pense que... Et puis, l'autre problème, c'est que on l'expérimente quelque part et ça va entraîner des différences de sortie, de profil de sortie des élèves. Par exemple, on expérimente dans une école primaire le Wolof ou une autre langue maternelle et on ne le fait pas dans le... Donc, ces enfants-là qui sortent, est-ce qu'ils se retrouvent dans le collège, par exemple, ils vont avoir des profils différents. Et c'est ça c'est ça le problème. Donc, c'est ça que je peux dire sur les problèmes d'expérimentation des langues maternelles dans les écoles. Et justement, selon vous, s'il y a un problème d'évaluation et de mise à échelle, est-ce que c'est parce que le financement qui était alloué à ce projet, qui venait certainement de l'extérieur, a été épuisé ou simplement parce qu'il n'y a pas une volonté politique derrière pour pousser cela? Oui, les deux en même temps. Il peut avoir un manque de volonté politique ou de suivi des politiques, mais aussi il peut avoir, parce que généralement, quand, par exemple, ces projets-là sont financés par des fonds extérieurs, et si ces fonds extérieurs-là ne peuvent pas, normalement, l'État doit être là pour prendre le relais. Si l'État il n'y a pas
une volonté politique qui pousse l'État à prendre le relais, ça risque de tomber à l'eau. Donc, c'est des expérimentations à n'en plus en finir et jamais d'évaluation ni de mise à l'échelle. Cela se comprend parfaitement. Et on a une deuxième question de Moussa Kaoré qui demande, est-ce qu'il est possible, selon votre expérience, de faire l'école autrement sur la base du modèle économique standard qu'on a actuellement, parce qu'il parle des écoles qui sont quand même performantes et qui évoluent dans les mêmes conditions que celles qui le sont moins et qui ont quand même des bonnes pratiques, qui réussissent et qui sont dans les mêmes conditions que les autres, qu'on pourrait donner un exemple pour s'en inspirer. Effectivement, et ça, c'est ce que j'appelle la boîte noire qui n'est pas encore percée. Parce qu'on prend le cas du Sénégal où des analyses ont été effectuées sur des écoles. En comparant ces écoles-là par rapport au coût unitaire de ces écoles, au coût unitaire moyen de ces écoles-là, comparé à leur performance scolaire, on se rend compte qu'on a 4 groupes d'écoles. Un premier groupe qui a un coût unitaire faible, avec des résultats faibles, mais un autre groupe qui a des coûts unitaires faibles, mais avec des résultats, des performances scolaires élevées. Un autre groupe avec des coûts unitaires très élevés, avec des performances élevées. Et un autre groupe qui a des coûts unitaires élevés avec des performances très faibles. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces différences-là? Donc, c'est ça qui reste à être percé. Et si on arrive à vraiment voir quels sont les facteurs déterminants de cette différence de performance-là par rapport au coût, je pense que beaucoup de choses seraient réglées en termes d'apprentissage. Et est-ce qu'on peut dire que, bien sûr, le coût, il est important, mais ce n'est pas le seul facteur déterminant de la performance et de la qualité de l'enseignement finalement? Oui, effectivement. D'accord. C'est ça qu'on doit percer dans la boîte noire, en fait. Espérons qu'on y arrive. Et de votre point de vue d'enseignante, vous êtes aussi enseignante à l'université, vous avez fait beaucoup d'enseignants. Quels sont selon vous ces facteurs-là qui permettent d'aller quand même vers la performance, vers la qualité, même si derrière, il y a le coût qui ne suit pas? Des choses toutes simples, oui. Bon, peut-être ça, je devais me rapprocher de... Puisque moi, je gère les étudiants en master et doctorat qui évoluent dans le système dans le secteur de l'éducation. Mais je pense qu'avec les observations de classe, la différence peut provenir de ces observations de classe. Je ne l'ai jamais fait, hein. C'est par rapport à ce que les collègues généralement font dans les autres départements. Mais je pense que la plus grande différence dans ces performances vient dans ce qui se passe dans la classe. Et ça, ce qui nous permet de l'avoir, c'est les observations de classe. Donc, je ne suis pas très... je suis économiste pur et dur, je ne suis pas dans les trucs Ça se comprend parfaitement. pédagogiques, mais quand même, je pense que l'essentiel de ces facteurs-là doit provenir au sein de la classe, de ce qui se passe dans la classe réellement. Merci beaucoup, professeur, pour ces différents éléments de réponse. Merci également aux différents participants qui ont eu à poser ces questions. On a une dernière question avant de passer la parole à M. Gilles Yaby, directeur exécutif de Wati. Et la question, professeur, c'est aujourd'hui, tenant compte du contexte et de tous les défis qu'on a eu à citer en début de webinaire, le contexte démographique, les chocs socio-économiques, le contexte sécuritaire, de quel modèle économique finalement on a besoin pour les systèmes éducatifs de nos différents pays? Bon, en fait, le problème maintenant, c'est pas seulement le fait d'attribuer une certaine part du budget au secteur de l'éducation, mais il va falloir que l'espace budgétaire vraiment soit élargi, parce que c'est le principal problème quand même du financement de l'éducation. Parce que les pays peuvent disposer de marges d'augmentation de ces ressources-là, mais ils ont d'énormes difficultés à pouvoir
mobiliser des ressources fiscales pour assurer les dépenses publiques. Donc, le problème, c'est au-delà de la part de l'éducation qu'ils doivent mettre, de la part des finances qu'ils doivent mettre dans le système éducatif, mais aussi de leur capacité à pouvoir générer des ressources fiscales pour assurer les dépenses publiques. Donc, je pense que les pays doivent aller vers ce sens-là, augmenter davantage les espaces budgétaires avec une bonne politique fiscale qui permet de drainer pas mal de ressources nécessaires pour le fonctionnement des systèmes éducatifs, pour le fonctionnement de l'État de façon globale, mais de façon particulière le secteur éducatif. Merci beaucoup, Madame Faye. Alors, je viens de voir qu'il y a Monsieur Amadou Thiam qui a une question pour vous. On va activer son micro pour lui permettre de prendre la parole directement. Hop. Monsieur Thiam, vous êtes autorisé à activer votre micro. Oui. Allez-y. Bonsoir, 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 Madame Thiam. Nous vous saluons. Nous vous encourageons et vraiment c'est pertinent d'associer à cette rencontre. Nous sommes ici à précisément à Sibassor, Monsieur Thiam, excusez-moi, nous vous entendons très faiblement. Bonsoir, bonsoir, madame. J'espère que vous m'entendez. C'est bon, hein? Oui, c'est bon, on vous entend maintenant. Juste une question avant de terminer. Bon, nous vous encourageons et vraiment c'est pertinent d'associer à cette rencontre vraiment avec Madame Faye depuis Dakar qui nous fait vivre cette séance de cérémonie de rencontre déjà à l'enseignement et tous les problèmes qui s'y trouvent. Vraiment, nous aussi, comme vous le dites, c'est sur Amoutiam, ici à Kaolack, précisément à Sibassor, et en train d'assister à cette rencontre. Vous regardez bien. Vous êtes en train de faire en même temps un cours informatique avec les enfants de CN, C2. Donc, ma question est que, madame, comment on peut familiariser avec les outils de la nouvelle technologie d'information et la communication à travers les outils, surtout l'informatique, comment on va avoir de l'aide via l'extérieur, de l'aide vraiment qui pourra nous faire booster le niveau des élèves en utilisant les outils informatiques avec des logiciels pédagogiques qui vont faire ouvrir les consciences des élèves, surtout nous qui enseignons les deux langues, arabe et français, si vous comprenez bien. Voilà, comme nous sommes dans le secteur franco-arabe au niveau du Sénégal. Donc, ma question est que, avec les outils de l'informatique, voilà, quels sont les avantages qui pourra bien l'aide, mais qui pourra, parce que nous commençons l'expérience depuis l'année dernière, mais on voit bien que c'est vraiment intéressant qu'on ait plus de l'aide et plus d'accompagnement, de ressources financières, même avec ces ressources numériques, nous pouvons vraiment booster le niveau des élèves. Merci beaucoup. Je pense que vous me comprenez bien. Oui, je pense que le professeur a compris la question. Merci beaucoup, Monsieur Thiam. Si vous avez compris, madame, si c'est aussi, vous pouvez. Oui, je pense que sa question est de savoir dans l'allocation des ressources pour acquérir du matériel numérique pour former les apprenants justement à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Est-ce qu'il y a suffisamment de ressources qui sont allouées à cela? Et est-ce qu'il y a des moyens d'accroître cela pour l'enseignement de l'informatique, notamment au niveau du primaire ou secondaire? Moi, je pense que avec les États doivent commencer à réfléchir sur comment, parce que ces éléments-là, il y a eu beaucoup d'innovations qui sont expérimentées pendant la COVID. Peut-être certaines n'ont pas eu parce que mal préparées ou on n'a pas eu le temps de les préparer. Donc, il y a beaucoup d'expérimentations novatrices en termes d'utilisation d'éthique pour les apprentissages. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est toujours des expérimentations qui nécessitent quand même d'être révisitées pour pouvoir les mettre à l'échelle. Je pense que les pays doivent aller vers ce sens-là. Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais
ce que j'ai compris, c'est comment ils peuvent avoir des ressources supplémentaires pour pouvoir... je ne suis pas spécialiste en recherche de financement. Hein. Ça, C'était une doléance, je crois. Voilà, c'est des innovations qui doivent être exploitées par les pays quand même, parce que c'est au moins quand même d'être plus résilient au choc. Donc, c'est des innovations qui ont été expérimentées pendant la COVID. Il y en a certains qui ont eu à les expérimenter bien avant, mais quand même, ça s'est accéléré pendant la COVID. Mais je pense que les pays doivent aller dans ce sens-là, essayer de voir, d'évaluer ces expérimentations-là, ces innovations-là en matière pédagogique, surtout utilisant les TIC, pour voir comment les mettre à l'échelle et comment drainer ces ressources-là vers ce genre d'endroit. Parce que ça augmente aussi le besoin de financement. Parce que non seulement il y a le problème des défis qu'on a eu à énumérer tout à l'heure, mais le problème de ces innovations-là qui ont quand même apporté le fruit, même si ce n'est pas toujours efficace, mais qui ont quand même permis de faire un saut. Mais ça nécessite d'être évalué, de les mettre à l'échelle. Et ça aussi, c'est des ressources supplémentaires que les pays doivent chercher pour pouvoir quand même mettre en place un système d'éducation résilient quand même, surtout face au choc comme ce qu'on a vécu en 2020. Dans ce contexte même où on est à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, je crois que c'est une nécessité d'investir plus dans les outils numériques. Et comme il le dit, ce sont des outils qui pourront booster le niveau des élèves. On a encore une autre question. Est-ce que l'application des programmes d'ajustement structurel dont vous avez parlé en début de propos dans la zone Afrique de l'Ouest n'a pas entraîné et maintenu justement le sous-financement de l'éducation que nous connaissons aujourd'hui, selon vous? Non seulement il y a ce problème de sous-financement-là, mais les conséquences de ces ajustements structurels, quand on prend par exemple le cas des enseignants, je pense que c'est durant ces ajustements scolaires, les ajustements structurels qu'on a introduit cette catégorie d'enseignants, les enseignants, le corps émergent, pour pouvoir compresser les budgets, mais ça a ses conséquences parce qu'on a vu qu'il y avait non seulement un pléthore de recrutement et les gens en ont profité parce qu'à un moment donné, le système éducatif, les recrutements étaient vraiment, c'est pour enrôler de la clientèle politique et ça a débordé et ça a donné ce que ça a donné parce que dans certaines régions, par exemple du Sénégal, on se rend compte qu'il y avait des pléthores d'enseignants au-delà même du besoin des écoles. Donc, ça pose un problème vraiment énorme. Donc, je pense que sur ces ajustements, ça a été imposé par les bailleurs, mais actuellement, je pense qu'ils sont dans une autre dynamique maintenant de pouvoir financer, parce qu'ils poussent les pays quand même à financer davantage les ressources. Je pense ils ont commencé à comprendre que l'éducation, on ne peut pas le comprendre comme un investissement qui donne des résultats immédiats, mais c'est un investissement à long terme et qui a un impact sur toutes les sphères économiques et sociales. Et de ce fait, on ne peut pas se permettre maintenant de penser à l'austérité des budgets, etc., notamment dans le secteur de l'éducation. Et je pense que le discours commence à changer. Les gens ont compris que l'éducation, ça nécessite un financement, même si les investissements, le retour, c'est à long terme. Quand même, c'est un investissement rentable sur toutes les sphères. Merci beaucoup, professeur. Alors, je vais demander à Monsieur Moussa Traoré, qui partage des rapports assez intéressants dans la discussion, s'il veut peut-être prendre la parole et ajouter quelques éléments. Monsieur Moussa Traoré, si vous souhaitez prendre la parole, votre micro est autorisé. Monsieur Moussa Traoré, vous êtes avec nous? Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Activer le son.
Oui, Vous m'entendez? très bien, allez-y. Oui, bonjour. Tout d'abord, je dois dire que je suis pas Moussa Traoré, c'est juste que il m'a mandaté pour le représenter. Donc, moi, c'est Jean-Luc. Et donc, désolé pour la confusion, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, bon, si vous voulez bien répéter la question, parce que pendant que je cherchais à réactiver mon micro, j'ai perdu la question. C'était pas une question, c'était juste pour recueillir votre contribution. On a vu que vous avez partagé différents éléments dans la discussion sur des rapports Ah oui, d'évaluation. Oui. oui, effectivement. Lorsqu'on regarde, bon, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées, et notamment, d'abord, je voudrais remercier Madame la docteure de toute sa présentation excellente et vraiment très édifiante et riche aussi. C'était très édifiant d'apprendre tous ces chiffres. Et je voulais partager par rapport à ce qu'elle a dit, c'est que, bon, on a parlé beaucoup de financement, mais j'aimerais compléter en disant que une des, un des problèmes aussi qui sapent la qualité de l'éducation et qui font que les financements sont très peu efficaces, c'est le manque de formation des gestionnaires des écoles et généralement aussi des formateurs. Par exemple, si je prends certains pays en Afrique de l'Ouest, on recrute des formateurs ou des enseignants et des enseignantes, pardon, qui ont à peine le brevet et qui, des fois, ne savent même pas eux-mêmes bien lire et écrire. Donc, à la source, on a un problème de qualité du personnel. Et si on prend un des professeurs, un des enseignants pour le nommer directeur d'école, il n'a pas de formation en gestion. Et il n'a pas de formation en gestion de ressources humaines ou en gestion académique ou pédagogique. Et donc, il se retrouve directeur d'école pour une raison X ou Y et malheureusement, il n'est pas outillé pour bien gérer une école. Donc, ce qui fait qu'il y a des déperditions aussi au niveau du financement, au niveau de la motivation des enseignants et la baisse de la qualité. Donc, je pense que, selon moi, on aura beau mettre énormément d'argent dans le système scolaire, tant que les conditions humaines et les conditions de gestion, les capacités des gens, les compétences des gens ne sont pas renforcées, on va toujours investir dans un puits sans fond. Et selon moi, le problème de financement de l'école est secondaire par rapport aux ressources humaines qui gèrent les écoles, aux ressources humaines qui sont au front, qui enseignent, qui encadrent les élèves. Et c'est le premier point sur lequel il faut investir. Et je pense que si on investit dans une école de qualité en ayant des personnels de qualité, le financement ne va pas faire problème parce que les parents seront prêts à débourser un peu d'argent pour compenser le manque de financement de l'État. Et la preuve, c'est que beaucoup de parents envoient leurs enfants dans des écoles privées. Bon, maintenant, en termes de rapports qui évaluent les différents problèmes des différentes réformes et tout ça, il suffit d'aller sur les sites de plusieurs agences de partenaires techniques et financiers. Vous allez trouver des rapports d'évaluation qui, effectivement, s'ils sont objectifs, démontrent l'échec des programmes qui ont été financés parce qu'ils n'ont pas tenu compte de certains fondamentaux. Maintenant, si on a parlé d'outils numériques tantôt qui permettent d'améliorer l'efficacité de la gestion et qui permettent de faire ce qu'on appelle un effet de levier sur le financement de l'éducation. Ces outils numériques existent aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont à faible coût et facilement implémentables. Mais là encore, il faut une vision stratégique. Il faut vraiment une bonne planification pour les implanter de façon efficace afin d'obtenir les bénéfices de ces outils numériques. Il ne s'agit pas, par exemple, de dire on met des ordinateurs entre les mains des élèves ou des professeurs pour que la magie se produise. Il faut former ces élèves, il faut former les enseignants de façon pédagogique et il faut mettre à leur disposition tout un écosystème pour que l'effet de levier escompté par l'introduction de ces outils numériques puisse être ressenti et de façon positive et bénéfique. Mais on a vu aujourd'hui dans des pays en Asie ou en Inde ou dans beaucoup de pays qui ont su mettre en place une bonne stratégie numérique avec les moyens qu'il faut, que ça a permis d'améliorer grandement l'accessibilité à de l'éducation de qualité
et ça a beaucoup aidé les enseignants dans leurs tâches et ça a permis d'augmenter la qualité de la formation à coût égal. Merci beaucoup pour cette contribution. Vous pouvez juste nous rappeler votre nom au complet et votre organisation, s'il vous plaît? Oui, donc je fais partie de la même organisation que M. Traoré, qui est président de Cogic Éducation, cogic.edu, pardon, cogic.org, cogique.org. Oui, D'accord. oui, oui. Et Moussa Traoré est le président de cette ONG canado-africaine. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Luc et Monsieur Moussa Traoré, qui je vois vient de répondre dans le chat. Merci à vous. Alors, on va prendre une dernière intervention de Mohamed El Fataou Hassan avant de donner la parole à Monsieur Juliabi, directeur exécutif de Wati, qui a une contribution également. Monsieur El Fataou, votre discussion est autorisée. Oui, bonjour chers participants. Moi c'est Hassan Momouni, Mohamed El Fataou, comme vous l'avez évoqué tout de suite. Je suis le président de l'ONG SAM, SAM qui veut dire sauver la mère et l'enfant. Alors moi, c'est juste une petite analyse que j'ai faite. Ici, prenons un exemple, le Singapour. Aujourd'hui, le salaire d'un enseignant au Singapour dépasse le salaire d'un ministre ici dans le pays, surtout en Afrique de l'Ouest. Pourquoi cela? Non seulement c'est pour permettre à l'enseignant de se consacrer juste à la formation et à l'apprentissage des élèves, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a une situation qui est là, qui gangrène tous les secteurs, surtout en Afrique. Et cette situation-là, c'est la corruption. Tant que nos pays, nos dirigeants ne vont pas lutter efficacement contre la corruption, alors à beau faire des financements, les partenaires accompagnent, il y aura toujours un résultat médiocre. Et aussi, il y a quelque chose que nous oublions, un point très important. Aujourd'hui, un bailleur de fonds qui vient dans un pays peut-être africain et qui voudrait accompagner ou bien qui voudrait exécuter un programme qui est là. Mais juste, c'est pas l'État seulement qu'il faut viser. Il faut aussi viser les ESC locales, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, tu viens avec ton programme, tu as ton argent, tu dis que voilà, tu veux exécuter cela. Il faut nécessairement impliquer tous les acteurs. Parce que déjà, les acteurs locaux, c'est eux qui connaissent la réalité du terrain. Je ne veux pas venir, peut-être prenons l'exemple du Niger, venir dire que je veux faire le financement, je veux financer les activités dans le cadre de la lutte contre le mariage précoce ou bien de la lutte pour accélérer la scolarisation des jeunes filles. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre un parent qui est là, qui est pauvre, donc sa situation financière qui est médiocre et qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa famille. On vient lui parler d'éducation, d'éduquer ses enfants. Donc, vous voyez que c'est vraiment difficile. Donc, du coup, les bailleurs de fonds qui viennent intervenir, il faut concerter tous les acteurs. Voilà, nous voulons exécuter un programme. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais aujourd'hui, le bailleur de fonds, c'est lui qui a son argent. Donc, nécessairement, chaque fois, il choisit les partenaires avec lesquels il va travailler. Donc, vous voyez, non seulement il y a des partenaires locaux qui sont là, qui sont expérimentés, peut-être qu'ils n'ont jamais eu à exécuter un programme. Et donc, vous voyez, c'est difficilement qu'ils arrivent à obtenir un financement. Et c'est vraiment, il faut pallier à cela aussi. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette contribution. Et donc, je donne la parole sans transition à M. Juliabi, directeur exécutif de Wati. Oui, merci beaucoup, Mariem, et merci surtout, Madame Faye, hein, pour toutes ces réponses à nos nombreuses questions et à celles des participants. Alors, j'en avais une seule.
on a un peu l'impression que lorsqu'on réfléchit sur nos systèmes éducatifs, y compris le volet financement qui est celui qui nous occupe aujourd'hui, on ne regarde pas vraiment suffisamment peut-être ce qui se fait ailleurs, dans d'autres régions du monde. Est-ce que c'est une fausse impression? Est-ce que, par exemple, vos étudiants qui travaillent sur le financement de l'éducation font des thèses ou des recherches, en tout cas, sur la Chine, sur le Vietnam, sur l'Inde, sur des pays notamment qui ont aussi une démographie ou qui ont eu une démographie très forte, qui ne sont pas des pays à revenus élevés, donc qui ont des contraintes peut-être qui ressemblent à celles que nous avons, davantage que, par exemple, les pays européens qui ont des niveaux de revenus beaucoup plus élevés. Donc, est-ce qu'on s'inspire vraiment de manière très concrète de comment ces pays ont fait pour réussir quand même à scolariser massivement et à s'assurer qu'il y a, disons, une certaine qualité à nouveau dans le système éducatif? C'est une question pour moi? Voilà. Donc, je pense que c'est bon en toute chose de faire des comparaisons quand même. C'est ce qui se fait généralement en Afrique. Mais généralement, les comparaisons qu'on fait, c'est par rapport à des économies, à des pays qui sont économiquement comparables. Parce que pour pouvoir comparer, par exemple, deux pays, il faut que ces deux pays-là aient les mêmes poids en termes économiques. Parce que, par exemple, en Afrique, on peut trouver peut-être un pays qui est économiquement, qui est classé dans le même niveau économique, soit pays pauvre, mais qui arrive à des résultats beaucoup plus importants avec les mêmes ressources. Donc, je pense que c'est cette comparaison-là qui est beaucoup plus raisonnable et raisonnée que de se comparer à un pays qui a quand même un niveau de revenus très élevé. Si vous prenez les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure et les pays à revenus élevés, on se rend compte qu'ils ont des espaces budgétaires beaucoup plus larges parce qu'ils arrivent à mobiliser des ressources fiscales à hauteur de 30 à 40% du PIB. Alors que ce n'est pas le cas dans les pays à faible revenu ou à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Donc, je pense que la meilleure façon de faire la comparaison, c'est de voir les pays qui sont économiquement comparables et de voir quelles sont les avancées qui sont faites d'un pays à un autre et de voir quels sont les avantages de l'autre, comment il est arrivé à tel résultat avec le même niveau de ressources, comment il a fait, quelle est la stratégie qui a été mise en œuvre, etc. Je pense que c'est la comparaison qui est plus raisonnée et raisonnable qu'il faut faire pour pouvoir en gagner, en fait. Oui, merci, mais c'est justement pour ça que je parlais des pays plutôt d'Asie ou d'Asie du Sud Ouais. qui, il y a 10, il y a 15, il y a 20 ans, avaient des niveaux de revenus par habitant pas très différents des nôtres, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses peut-être qu'on peut apprendre de ces pays-là, aussi tout en apprenant des pays africains qui font mieux que les autres. Effectivement, j'ai bien compris. Ouais. Mhm. Merci, M. Yabi. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Mariam. Merci beaucoup, Gilles. Alors, nous étions censés finir à 16h30, il est 16h37, donc on va essayer de conclure en redonnant la parole à notre invité, Dr Salimata Faye Diop, une dernière fois. Professeur, après 1h30 de discussion, tous les différents éléments qui ont été partagés, les différentes contributions et les questions également, aujourd'hui, si vous aviez une seule recommandation, qui, selon vous, est la plus importante, que vous feriez aux décideurs politiques, mais aussi aux différents acteurs de l'éducation, que ce soit les bailleurs, le secteur privé, les enseignants comme vous, quelle serait cette recommandation-là pour assurer un financement de l'éducation qui soit suffisant, mais aussi qui soit utilisé de façon efficace pour assurer une qualité d'enseignement pour tous les enfants en Afrique de l'Ouest? Votre micro est désactivé, professeur. Un aspect qu'on n'a pas, peut-être, qui n'est pas sorti des débats, c'est relatif à l'équité du financement. Aussi bien le financement public que privé. Le public, du moins, que l'aide extérieure au développement. On s'est rendu compte que, par exemple,
déjà les questions d'équité dans l'accès et la scolarisation se répercutent sur la répartition, sur la façon dont les ressources qui sont injectées dans le système sont consommées. Par exemple, si vous avez des différences d'accès selon les catégories socio-économiques, en termes d'accès de scolarisation, cette inéquité-là se répercute sur la façon dont les ressources sont consommées. Donc, plus, par exemple, un élève reste dans le système, plus il consomme des ressources. Et généralement, quand vous comparez, par exemple, selon les catégories socio-économiques des ménages, on se rend compte que les enfants issus des ménages moyens nantis, ils ont moins de chances à pouvoir durer dans le système éducatif. Et donc, la partie des ressources qu'ils consomment sera beaucoup plus faible qu'un enfant d'un ménage beaucoup plus riche qui arrive à aller jusqu'au niveau supérieur, donc qui consomme beaucoup plus de ressources injectées par l'État. Donc, il y a cet aspect-là de l'inéquité. Mais aussi, il y a le problème du financement extérieur, qui n'est pas en termes de ciblage géographique, mais aussi en termes de secteur, n'est pas également équitable. Dans la mesure où, par exemple, les pays qui en ont le plus besoin et qui ont beaucoup plus d'enfants à scolariser reçoivent moins de ressources que les autres pays. Je pense que cet aspect-là aussi doit être regardé par les pays, essayer de voir comment arriver à rendre beaucoup plus équitable les financements, bien sûr en gérant l'aspect d'équité dans l'accès et la scolarisation selon les catégories socio-économiques. Merci beaucoup, professeur. Oui, allez-y. Peut-être une autre recommandation peut-être que je voulais faire, c'est par rapport toujours, parce que ça me tient à cœur, que les pays quand même essayent de voir, surtout dans le système de voir comment utiliser ces mécanismes de financement. Parce que, en fait, ces mécanismes de financement-là et leur large éventail de possibilités devront être considérés par les États comme un véritable moyen de mobilisation de ressources, parce qu'on a remarqué que les ressources de l'État commencent à s'essouffler. Mais cependant, il est important d'apprécier au préalable la faisabilité politique. Quelles sont les modalités de préparation et de mise en œuvre? Est-ce que ces modalités-là sont caractérisées par une certaine complexité? Est-ce que le contexte dans lequel on veut le mettre en œuvre est favorable? Quand on prend par exemple le cas de la taxe sur les billets d'avion, il y a un certain... Parce que dans un pays où il n'y a pas beaucoup de vols qui atterrissent dans ce pays-là, je pense qu'instaurer ce taxe-là ne permet pas de drainer beaucoup de ressources. Donc, il va falloir regarder le contexte dans lequel un mécanisme de financement doit être mis en œuvre. Mais aussi, il y a la question de sa durabilité et de sa stabilité à voir, ainsi que sa prévision, parce que ça permet quand même d'avoir une meilleure planification des ressources qui sont injectées dans le système. Donc, je pense que ces mécanismes de financement innovants-là doivent être examinés en profondeur, surtout dans le cas, parce que c'est déjà expérimenté dans les autres secteurs. Et il va falloir que les États quand même aillent dans ces mécanismes-là pour pouvoir booster un peu le financement au sein des systèmes éducatifs. Je pense que c'est l'essentiel que je voulais donner en termes de recommandations, d'autant plus que durant toutes les interventions, on a eu à dégager quand même des recommandations tout au long de la discussion. Tout à fait, oui. Et nous retenons qu'il faut assurer l'équité dans la répartition des dépenses d'éducation et s'assurer que les mécanismes de financement soient durables et stables et qu'on puisse les mettre en œuvre en ayant un regard sur les différents contextes nationaux. Vous remercions encore, professeur, pour cette disponibilité et pour tout l'ensemble des participants qui nous suivent sur Zoom, mais aussi qui nous suivent sur Facebook Live et leurs différentes contributions qui ont été très enrichissantes à cette discussion. Donc, je vais donner la parole à M. Shin Kinan de l'ambassade d'Irlande qui va faire un mot de conclusion. Avant de la donner au directeur exécutif de Wati, M. Juliabi, qui va clore cette session.
Merci Mariam et merci à tous. Non, pour notre séance, c'est juste à dire un grand merci pour tous les participants, en particulier à Wadi et en particulier à Madame Professeur pour les discussions très, très riches, très fructueuses. Et au nom de l'ambassade d'Irlande, nous sommes réjouissants de poursuivre la conversation, la discussion dans les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. Oui, merci Shenkinen pour ce mot et pour la collaboration. Et merci à toutes et à tous. Un grand merci à Madame Salimata Faye Diop qui a été assailli de questions. C'est pas un exercice facile, le format dialogue, voilà, où effectivement on se concentre sur notre invité, mais je pense que ces propos nous ont permis d'aller plus loin dans notre compréhension des défis du financement de l'éducation. Je souligne peut-être, hein, au vu de certaines des questions qui sont venues et des commentaires, qu'évidemment, il ne s'agissait pas de faire le tour de l'ensemble des problèmes des systèmes éducatifs. Notre approche à Wati est de considérer que les problèmes sont mieux abordés lorsqu'on les décompose en sous-problèmes et on abordait vraiment spécifiquement cet après-midi la question du financement. Il y a évidemment toute la grande question des contenus éducatifs, de leur caractère adapté ou non à nos sociétés, à nos économies, la question des rythmes scolaires. Il y a énormément de questions, je pense, qui restent posées et que nous aborderons au cours des prochaines semaines, des prochains mois, dans le cadre de notre série sur l'éducation. Rappelez aussi, on l'a parlé des enseignants et je pense que des interventions rappellent vraiment l'importance cruciale de la formation des enseignants et de leur qualité. C'est peut-être l'input le plus important en réalité dans le système éducatif. Et dans ce cadre, nous allons publier aussi bientôt une série d'entretiens réalisés avec des enseignants de pays de la région ouest africaine pour témoigner un peu réellement de leurs conditions de travail et peut-être aussi recueillir leurs propres idées sur la manière d'améliorer le système éducatif. Et peut-être pour terminer, juste saluer la diversité des participants et leur engagement cet après-midi. J'ai été particulièrement heureux de voir des personnes connectées de Kidal au Mali, de Kaolack au Sénégal, du Niger, de Guinée, du Bénin. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire à Wati, c'est avoir des discussions qui sont aussi, disons, qui encouragent l'intégration régionale, l'intérêt des citoyens pour les autres pays et la compréhension que nous faisons face en réalité à des défis qui sont communs. Donc, merci à toutes et à tous pour cet engagement. Et restez connectés à nos événements. Il y en aura d'autres, notamment sur le Sahel, la sécurité prochainement, mais aussi sur les espaces verts et le changement climatique. Je pense qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est vraiment une réalité dans la région. Donc, nous reviendrons également sur ce sujet-là très, très bientôt. Oui, le Burkina Faso que je n'ai pas cité. Donc, je salue également tous ceux qui nous ont rejoints depuis le Burkina Faso. Et c'est extrêmement encourageant pour nous de voir cet intérêt. Et je rappelle enfin que tout ce que nous faisons est ouvert à tout le monde, les publications, nos événements, et donc de garder par l'information pour vous, partager avec vos entourages, les étudiants, tous ceux qui s'intéressent au savoir, au partage de connaissances et à la délibération collective sur nos enjeux. Voilà, n'hésitez pas à partager avec eux les liens vers nos sites et notre chaîne YouTube également, où ce dialogue, comme les autres événements, seront très vite disponibles. Donc, merci à nouveau. Excellent après-midi à chacune et à chacun de vous. Merci encore, Madame Salimata Diop Faye, pour votre excellente contribution à notre discussion. Et à très bientôt. Allez, Merci, merci à Mariam. vous. Je vous remercie vraiment de m'avoir fait participer à cette discussion. C'est avec plaisir. Merci à vous pour la disponibilité. Merci à vous aussi. Merci, Mariam. Au revoir. Allez, au revoir.